J'ai travaillé au muséum depuis 40 ans et sévi pendant une bonne trentaine d'années à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et j'ai surtout travaillé dans la coordination des programmes d'élevage au niveau européen depuis leur origine. Donc on en parlera. J'essaierai d'être assez bref sur cette partie un peu technique, mais qui me paraît importante, et qui est le rôle de conservation qu'on appelle ex situ. Alors très vite, des sigles que vous verrez peut-être revenir, mais on a beaucoup d'acronymes. En bas à gauche, l'EASA, qui est l'Association européenne des zoos. Ici, l'Association mondiale des zoos, qui regroupe toutes les associations régionales, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Australie, etc. Et ici, c'est la commission de sauvegarde des espèces qui dépend de l'Union internationale de conservation de la nature. Et on verra à quel point c'est important maintenant, cette coordination avec les vrais conservationnistes. Et ici, c'est un groupe de spécialistes de l'élevage pour la conservation qui dépend de l'UICN et qui fait l'interface entre le travail des zoos en captivité, pour simplifier, et le travail de protection sur le terrain. Bon, très vite, je ne vais pas faire d'historique, mais je vais faire 5 minutes simplement pour situer. Les ménageries, elles ont existé de tout temps. Là, c'est le jardin d'acclimatation de la reine d'Égypte et c'était des animaux sacrés. En fait, on retrouve les ibis, les oies, les crocodiles. Là, un autre type de ménagerie à l'époque romaine, c'était en fait, là, c'était des animaux qui étaient capturés pour les jeux du cirque, tout simplement. Les ménageries princières, alors très connues, celle d'Eugène de Savoie, Versailles, 1660, autour de 1660, on n'est pas sûr de la date, et Schönbrunn à Vienne, qui était en fait une copie de la ménagerie de Versailles. Le château de Schönbrunn était lui-même une copie de Versailles. Et on arrive aux zoos modernes, aussi curieux que ça puisse paraître. Le premier zoo moderne, c'est la ménagerie du Jardin des Plantes, 1794, juste un an après la création du Jardin des Plantes, qui est fait en fait à but scientifique et surtout ouvert à tout le monde, ouvert au peuple. Ensuite, très vite, quelques zoos, tout de suite après 1827, Londres, Amsterdam, Berlin, pour ne citer que l'Europe. On va arriver Vincennes 1934, mais ça, vous aurez l'occasion d'entendre parler au cours de ce cycle de conférences, beaucoup plus très certainement à la 3e conférence. Thoiry, qui est le premier safari park en France, 1968, et Jersey, on verra l'importance de Jersey pour la conservation. Alors, les ménageries princières et royales, elles sont toutes sur le même modèle, en rayonnement, et c'était vraiment pour voir les animaux, c'était une exposition d'animaux. On retrouve le même principe à Versailles, le même, bon, ça c'est des petites vues dans chacune des cours, avec les grues, les pélicans. Schönbrunn, qui est gardé tel que, si vous avez la chance d'aller à Vienne, visitez ce zoo, il est absolument fantastique, parce qu'ils ont réussi à combiner le monument historique, tous ces bâtiments existent encore, et à faire un zoo hyper moderne en même temps. Vous voyez le principe, voilà la maquette de la partie ancienne de Schönbrunn, et on retrouve ces parcs rayonnants autour, avec ici les pandas maintenant. Alors on va arriver dès la ménagerie, donc je la cite uniquement, mais on ne va pas développer, il y a eu un cycle de conférences plus tôt dans l'année. À noter le type de jardin anglais très différent de ces jardins très symétriques qu'on avait jusque-là, de ces zoos très symétriques. Et ça, c'était une rupture dans le style. 19e siècle, c'est les ménageries, même si la ménagerie c'était fin 18e. Ensuite, on passe pour le 20e à ce qu'on a appelé les parcs zoologiques, et pour le 21e, dans lequel on est maintenant, dans des centres de conservation. C'est l'évolution complète de la perception des zoos et des animaux, en fait. 19e, les ménageries cabinets d'histoire naturelle, avec le thème central, c'était la classification, on connaissait très peu d'espèces, et là, on les avait sous la main pour les étudier, avec la diversité des espèces, leur adaptation, parce que c'était pas facile, les centres d'intérêt à la zootechnie, comment on s'y prenait pour les garder à peu près en bon état, et commencer à les reproduire. Mode de présentation, les cages. La ménagerie est encore typique sur ce modèle. 20e siècle, on passe, et c'est un terme anglo-saxon, en fait, qui on a repris parc zoologique, c'est Zoological Garden.
Et du coup, on a fait zoo, et on l'a tous pris, maintenant c'est le terme habituel, qui est plus un musée vivant, le thème étant l'écologie. Alors c'est variable en fonction de la première moitié et deuxième moitié du XXe. Sujet, c'est l'habitat des animaux, le comportement, la biologie du comportement, et le centre d'intérêt, c'est là où on va aborder la conservation, c'est la gestion coordonnée des espèces et une professionnalisation réellement des personnel des zoos. Le mode de présentation, c'est plus des cages, mais des dioramas, on les met en scène avec un décor, et on essaie de les représenter dans leur milieu. Et 21e siècle, on va le voir un petit peu plus tard. Alors en Europe, vous voyez, ça a été très vite. Bon, alors je vous cite pas tout, hein, parce qu'il y a de longues listes, mais c'est à partir du début du 19e seulement. Voilà le type de présentation qu'on retrouvait. Et là, on est vraiment dans le spectacle, dans l'exhibition. En particulier, c'était un grand classique, les repas avec les jeunes primates. Alors, c'est des jeunes, hein, les chimpanzés. Vous ne le faites pas faire avec des adultes, bien sûr. Et puis, les promenades à dos d'éléphant, enfin, les grands classiques. Alors, 20e, on va arriver vers la conservation. Je cite quand même si c'était pas lié à la conservation, un nouveau concept muséologique qui a été vraiment essentiel, et qui a donné d'ailleurs l'aspect du zoo que vous avez tous connu précédent, qui est le pur modèle Hagenbeck. Hagenbeck, c'était en fait un marchand d'animaux. C'était une famille qui était marchand d'animaux et qui, évidemment, les animaux, ils n'étaient pas livrés immédiatement dans les zoos, donc il fallait les stocker un petit moment avant de les redistribuer. Et il a créé, du coup, en 1907, un zoo sans barrière à Stellingen, qui est dans la banlieue de Hambourg. Zoo qui existe toujours, qui est un excellent zoo, avec les fameux Grands Rochers. Là, j'ai été un tout petit peu vite. Le fameux Grand Rocher qu'on trouve ici. Et les entrées monumentales qu'on trouve dans tous les zoos urbains du 19e et du début du 20e. Alors, ça donne... Là, on arrive déjà à un concept où on essaie de représenter la nature, au moins. Sinon de la conserver, tout au moins de représenter ce qu'elle est. Et c'est une illusion de présentation mixte. C'est-à-dire qu'on a les flamands, les antilopes, les fauves derrière... ensuite les caprins sur les rochers éventuellement. Tout ça en donnant, on a l'impression de les voir tous ensemble sur un seul panorama, sans grille, sans cage, simplement c'est des fossés qui les séparent. Alors bien évidemment, ils ne sont pas mélangés parce que lion et antilope, ça ne dure pas longtemps. Alors on est tombé dans... Ça c'est le zoo de l'exposition coloniale en 1931. Là aussi mes collègues vous raconteront mieux. Qui a duré en fait 6 mois et construit par la firme Hagenbeck. Donc avec ces fameux faux rochers qui sont là pour masquer en fait les bâtiments et faire un décor. Et ils sont traités là d'une manière très naturaliste. On tombe dans la mystique du rocher qui continue. Hein. Il y a beaucoup de présentations maintenant encore avec du faux rocher qui permet de masquer même pour des espèces qui normalement vivent pas dans un milieu rocheux. Alors on voit d'ailleurs des différences de style. À gauche, c'est celui de Vincennes. Et à droite, c'est celui de Budapest qui est traité d'une toute autre façon. Alors en France, très vite, la ménagerie, donc je vous ai dit, 1794. Ensuite, c'est des zoos municipaux. Marseille, 1854, qui en fait a été fermé en 1987. Lyon, qui reste le plus vieux zoo après la ménagerie, 1858, et qui s'est bien rénové. Mulhouse, 1868. Une autre étape, Paris, Parc zoologique de Paris, dit zoo de Vincennes en 1934. Et ensuite, on a des zoos privés. L'arrivée des premiers zoos privés en France, qui sont le Tertre Rouge, qui est maintenant le zoo de la Flèche, parce que c'est à côté de la Flèche, avec Jacques Bouillot, qui a été vraiment l'initiateur de ces zoos privés. Alors après, ça a continué. Vous avez entendu parler de la Palmyre, Douai-la-Fontaine, Beauval maintenant. Et Thoiry aussi, donc, on l'a vu tout à l'heure, premier safari park. Alors voilà l'étape essentielle. C'est un vrai zoo pour la conservation. En 59, Gérard Durel, le frère de Laurence Durel, l'écrivain, qui était aussi un marchand et pourvoyeur d'animaux, il voyageait surtout dans l'Asie du Sud-Est et dans les îles de l'océan Indien. Et il s'apercevait au fur et à mesure de ses voyages qu'un certain nombre d'espèces, sinon disparaissaient, en tout cas, le nombre des animaux diminuait considérablement. Il voyait la menace qui pesait sur eux. Et il a eu l'idée de faire un zoo
uniquement avec ce type d'espèces. Alors, aucune espèce spectaculaire, c'est des espèces de taille moyenne, des lémuriens, des rats, les rats de la Jamaïque, beaucoup de reptiles et d'amphibiens. Il a cherché un endroit en Angleterre, il n'a pas trouvé. Finalement, il a trouvé à Jersey. Et il a fait un zoo qui était absolument pas, qui était visitable, disons. Maintenant, c'est un zoo qui s'est amélioré sur le plan esthétique, mais à l'époque, c'était pas son souci. Et en même temps, il travaillait sur la restauration des milieux qu'il connaissait, qu'il voyait se dégrader, et pour restaurer ces milieux d'une part et réintroduire éventuellement les espèces. Et quand ça marchait bien, un bon exemple, c'est les chauves-souris de l'île Rodrigue. Il a fait l'élevage à Jersey, qui existe toujours. Après, travail sur le terrain, protection de un peu de la végétation, très souvent. Quand il est retourné au bout de 10 ou 15 ans il avait suffisamment d'animaux pour réintroduire, il s'est aperçu que la population locale de chauves-souris était remontée et que c'était plus la peine. Donc ça, c'était un bon exemple. Et c'est devenu une sorte de consortium maintenant de conservation. Un livre que je vous cite et que je vous reciterai à la fin, qui se trouve partout et qui donne l'essentiel du travail des zoos. Autre type de zoo et qui est vraiment lié à la conservation, c'est-à-dire que les zoos, ça coûte très cher à installer. C'est des zoos urbains, les bâtiments, la présentation des animaux en elle-même coûte très cher. Une autre option a été le zoo spécialisé, qui maintenant ça se développe. On a la Vallée des Singes en France, qui est la petite sœur de ce qu'avait créé Wim Barer à Apeldoorn en 71. Un zoo uniquement consacré aux primates, avec des installations hyper légères, et surtout des grands espaces séparés par sortes d'îlots, séparés par des rivières artificielles, et qui, ça a un avantage, c'est centré sur un groupe d'animaux. C'est très varié pour les primates, mais quand même. Et surtout, c'est l'immersion. On rentre sur chaque île, alors pas avec les gorilles, je vous rassure tout de suite, ni avec les bonobos maintenant, mais toutes les petites espèces, on peut rentrer avec. On a des cheminements qui sont contrôlés, j'allais dire, mais on voit les animaux passer, donc c'est une impression qui est complètement différente, et on rentre chez eux. Et à l'entrée du zoo, aux caisses, on vous vide de alors surtout de toute nourriture, on vous donne un sac qui est standard, qui est le standard que les animaux connaissent. Vous avez le droit d'emmener votre appareil photo, mais déjà vous entrez, vous avez une autre attitude. Vous n'êtes pas devant une cage dans une allée, vous êtes chez eux. Alors ça, je vous conseille, c'est au sud de Poitiers, la Vallée des Singes. C'est ça. Alors, on arrive à la conservation, années 70, 80, 90. Tout simplement, les années 60, c'est l'alerte écologique, le printemps silencieux de Rachel Carson, Avant que nature meure de Jean Dorst, qui sont des livres, des ouvrages essentiels qui jetaient vraiment un cri d'alerte sur la paupérisation de la nature. Et d'un seul coup, les zoos se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être un rôle à jouer là-dedans, dans la mesure où ils avaient des noyaux d'espèces souvent menacées et sur lesquels, avec l'élevage, on pouvait imaginer de développer des programmes d'élevage, on va voir comment, ce qu'on appelle la conservation ex situ, pour éventuellement réintroduire, ou en tout cas garder des noyaux de population au cas où on pourra les réintroduire. Alors, ces années-là, ça a été les bases scientifiques de la gestion de ces populations captives, on va les voir. L'organisation des programmes d'élevage en Europe, en Amérique du Nord d'abord, comme toujours un petit peu avant, et en Europe. Et je vous parlerai du plan de collection, comment les zoos choisissent, et du coup, pour participer à la conservation. Alors, le principe est simple. Ça, c'est très théorique. Vous avez ici, j'ai pris ça, le lion de la forêt de Gir, c'est 300-400 individus dans une réserve en Inde. C'est le dernier lion asiatique. Les lions ont disparu de toute la zone du Proche-Orient et de l'Asie mineure. Et sinon, ils sont en Afrique. Donc, ici, c'est les SSP, c'est programme d'élevage nord-américain, les EEP européens, etc. On peut imaginer, il y a des échanges déjà à l'intérieur de chaque région et entre les régions. Mais on peut imaginer des échanges avec la population sauvage, c'est-à-dire en ramener et de temps en temps reprendre quelques individus sauvages pour améliorer ou maintenir un stock génétique et une qualité génétique suffisante de la population captive. C'est ce qu'on appelle, et on y est de plus en plus, on verra après l'approche nouvelle, c'est pas lisible du coup, métapopulation, c'est-à-dire qu'on gère conjointement, d'une manière coordonnée, les populations captives et les populations sauvages.
Alors, sauvage, ça veut dire protection sur place, et là, élevage en captivité et échange éventuel entre les deux. Tout petit peu d'histoire, parce que c'est pas vieux. 72, première conférence sur les espèces en danger. Et elle s'est tenue où? À Jersey. Ce qui était quand même, et c'était pas uniquement des gens de zoo, hein, c'était des gens de conservation, j'allais dire ce qu'on appelait, ce que les Anglais appellent conservationnistes, qui étaient classiquement très anti-zoo. Bon, ils avaient de bonnes raisons aussi. Et elle s'est tenue à Jersey. Ensuite, création d'ISIS en 73, qui est une base de données internationale, s'appelle ZIMS maintenant, mais peu importe, qui recense tous les animaux en captivité, sur une base volontaire, les zoos y participent, avec leur filiation, leurs origines et toute la généalogie, qui est indispensable pour organiser les programmes d'élevage. 79, très tôt, création du groupe de spécialistes de l'élevage. À l'époque, c'était en captivité, c'est transformé groupe de spécialistes de l'élevage pour la conservation. Et qui fait donc, on le verra, l'interface entre le travail des zoos et les programmes sur le terrain. 1980 seulement, c'est pas vieux. Le premier programme d'élevage en Amérique du Nord, les SSP. En 82, au Royaume-Uni. Et en 85 seulement en Europe, les premiers programmes d'élevage européens. Je vous donne pas le nom allemand, c'est compliqué. Il y en avait 19. C'était parti, en fait, ça a démarré sur des espèces qui étaient déjà en partie gérées d'une manière coordonnée, mais pas très formalisée. En 88, la création de l'ECASA, parce que nous, on n'avait pas de structure, on n'avait pas de. Autant l'Amérique du Nord avait déjà une association de zoos, nous on n'en avait pas. L'Europe, c'était compliqué à l'époque quand même, c'était un peu éclaté. Donc, association de la communauté européenne à l'époque des zoos et aquariums, qui s'est transformée en 92, au passage à l'Union européenne, en association européenne des zoos et aquariums. En 90, les premiers tags, on verra après ce que c'est. En 93, la première stratégie mondiale des zoos pour la conservation, conjointement écrit par l'association mondiale, s'appelait WZO à l'époque, des zoos, et le CBSJ, c'est-à-dire l'UICN en fait. Ensuite, date vraiment importante, en 99, c'est pas vieux ça, les premières directives européennes pour l'élevage, enfin pour les zoos. Et cette directive européenne imposait un certain nombre de choses, dont une essentielle qui n'existait pas dans les quelques législations qu'il y avait, c'est-à-dire une obligation de travail pour la conservation. En 2002, ça commence, parce que l'UICN était très contre à l'époque, hein, enfin très contre, disons pas favorable, commence à faire des lignes directrices, des recommandations pour l'élevage ex situ, c'est-à-dire l'élevage en captivité par les zoos. C'est-à-dire qu'ils s'impliquent déjà et reconnaissent le travail des zoos. En 2004, alors là, ça concerne la France, c'est l'arrêté zoo, qui est en fait la transposition en droit français de la directive européenne. On avait juste une année de retard, on devait avoir 4 ans pour le faire, on en a mis 5. Et en 2005, la deuxième version de la stratégie mondiale des zoos pour la conservation, qui est en fait centrée là sur le travail in situ, c'est-à-dire sur le terrain, comment on peut participer d'une manière plus efficace. Alors, je vous embête un petit peu, ça va être un peu plus obscur, mais c'est important de comprendre. Donc la directive européenne, et j'ai simplement souligné ce qui concerne la conservation, c'est-à-dire ce nouveau chapitre. Il y a bien sûr l'éducation, il y a la sécurité et l'entretien des animaux, le bien-être animal, mais le nouveau chapitre, c'est la conservation. Recherche pour la conservation, formation, reproduction en captivité, mais ça on essayait de le faire, et réintroduction éventuelle. Éducation, sensibilisation du public, conditions de détention, alors qui correspondent à des besoins pour la conservation. Ça veut dire par exemple construire des groupes sociaux valables qui puissent être réintroduits, on le verra après. L'enrichissement des enclos, c'est-à-dire leur donner des conditions de vie qui correspondent le moins loin possible aux conditions naturelles. Les soins vétérinaires et nutrition, mais ça c'était déjà fait, c'est pas nouveau. Éviter les évasions, espèces invasives, possibles. Bon, on connaît tous l'exemple de l'ibis sacré sur la côte ouest, en France, et tenue de registre, etc. Et obligation de participation au programme d'élevage, le cas échéant, quand vous avez l'espèce dans votre zoo pour lequel il y a un programme d'élevage, il y a un impératif d'y participer. Quelques chiffres, 1000 zoos coordonnés, et on verra pourquoi c'est important. C'est même 700 millions de visiteurs actuellement par an. C'est beaucoup quand même. 7 milliards d'habitants, ça fait un habitant sur 10 sur la planète. Alors il y en a qui viennent 2 fois, certes, mais
Une cote mal taillée sur 1500 espèces de grands vertébrés mammifères, oiseaux, reptiles, pour simplifier, il y aurait besoin de programmes d'élevage de ce type en captivité. Et en fait, en étant raisonnable, les moyens que l'on a à la fois physiques, en espace, matériel et humain, on peut en gérer au mieux 500 correctement. Donc, il va falloir déjà bien trier, savoir lesquels on gère, et se concentrer là-dessus. On verra plus tard les autres. Alors, ce que j'appelle des populations de sécurité. Alors, les grandes lignes, c'est essayer à 100 ans, dans 100 ans, on ne sera pas là pour le vérifier, mais enfin, on va essayer quand même, de maintenir plus de 90% de la diversité génétique initiale. Ça, c'est un phénomène important. Si on veut qu'une population soit viable à long terme, il faut une diversité génétique maximale. D'autant que si on veut la réadapter, la réintroduire, il faut aussi qu'elle ait tous les variants génétiques qui lui permettent de se confronter à un milieu qui pue celui de la captivité. Ça veut dire partir de plusieurs dizaines de fondateurs. Les fondateurs, c'est des individus qui ont été capturés dans la nature, qui ont fait souche jusqu'à aujourd'hui, qui ont donné la population actuelle dans les zoos, et qui sont a priori pas apparentés. C'est pas toujours vrai, parce que souvent c'était des captures dans des groupes déjà, et ils étaient probablement apparentés, mais difficile à vérifier. En fonction du nombre de fondateurs, on arrive à une population viable de 250 à 500 individus. Plus il y a de fondateurs, moins la besoin est importante. C'est important parce que notre capacité d'accueil globale, elle est petite. Ça veut dire nécessité d'un livre généalogique qu'on appellera Studbook. On prend les termes anglais, qui permet d'analyser une analyse génétique de la population au plan de la consanguinité, l'éviter au maximum. Dans certains cas, c'est pas possible, puisqu'on n'en a plus d'individus nouveaux. La représentation des fondateurs, c'est-à-dire que s'il y a 10 fondateurs, il faut que dans la population qui en résulte et qu'on maintient maintenant, on ait 10, pour simplifier, 10% du sang de chacun, c'est-à-dire 10% des variants possibles, pour avoir Et sur la perte de gènes, à chaque génération, on perd des gènes, puisqu'il n'y en a que la moitié qui se transmettent. Et l'analyse démographique aussi. Ça, c'est exactement les buts d'un programme d'élevage type EEP. Mais alors on s'est dit, puisque quand on a démarré les programmes, je vous ai dit 19 en 85, et puis après très vite, chacun voulait démarrer un programme pour une espèce dont il était entre guillemets le champion dans son zoo, parce qu'ils avaient un historique d'élevage important et tout. Mais on s'est dit, faut des critères valables pour démarrer une espèce, parce que c'est pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ça occupe éventuellement la place d'une espèce qui serait plus importante en termes de conservation et de priorité d'élevage. Et ça, c'est le groupe de consultants, de conseillers pour un taxon étant par exemple une famille ou un ordre, qui va définir les priorités d'élevage, et ça en relation, si possible, on le verra après, avec les groupes de spécialistes de l'UICN, qui sont les gens de terrain, qui savent ce qui se passe sur le terrain, qui essaient de savoir ce qui se passe sur le terrain et de nous dire, là, il y a une alerte sur telle espèce, ça serait ça le plus important à élever. Et on arrive à un plan de collection régional. Dans la région Europe, on sait que pour tel groupe, pour les caprins par exemple, que j'ai géré longtemps, c'est telle espèce, c'est le markhor, c'est peut-être le mouflon à manchette, certaines souches, et les autres beaucoup moins importants. Donc petit à petit, on va, au niveau régional, diminuer la reproduction d'une espèce pour gagner des espaces pour les autres. L'origine des Taxon Advisory Group, c'était les ours bruns qui encombraient les zoos. Alors, ça veut dire concrètement, et là je prends à gauche l'exemple du cheval de Przewalski, qu'on verra plus tard, 13 fondateurs, dont 12 sauvages en fait. C'est aperçu qu'il y avait une jument domestique à l'origine, mais ça on ne le savait pas. Maintenant les analyses génétiques permettent de le voir. C'est vraiment très très peu. J'ai mis en correspondance avec les recommandations qu'on a à mettre en pratique. Augmenter le nombre de fondateurs, là c'est coincé parce qu'ils ont disparu de la nature fin des années 60. Donc on travaille sur le stock initial. Augmenter le taux de croissance de la population, ça sur les premières générations, pour récupérer le maximum de gènes. On ne va pas rentrer dans la théorie, mais à l'occasion, s'il y a des questions, je pourrais vous dire. On arrive à une taille de population stabilisée de 250 à 500 individus, mais avec seulement 12 fondateurs, et même 11 et demi, parce qu'on s'est aperçu que depuis, il y avait un hybride. Il faut au moins 700 animaux pour les chevaux, pour que ça soit valable. Enfin stabiliser, une fois qu'on a atteint cette population cible, éviter des nouvelles fluctuations, c'est-à-dire de goulot d'étranglement génétique.
Sauf qu'à l'issue de la Seconde Guerre, ben, il n'en restait plus que 35 des chevaux. Donc là, on a eu une deuxième perte génétique importante. Et puis on n'a pas pu en ramener après, il y en avait. Le sexe ratio, c'est-à-dire 1 pour 1, un mâle pour une femelle, bon, ça c'est ce qui, statistiquement, à la naissance, c'est ce qu'on trouve. Sauf que dans des groupes sociaux, où, ne serait-ce que les chevaux, où c'est des petits harems, mais c'est un étalon et 3 ou 4 juments, par exemple, tous les mâles n'en produisent pas. Donc là, il y a une perte génétique à ce niveau-là. Comment on le gère? En gardant toute la structure sociale en élevage. Le même nombre de descendants par individu reproducteur, bon, on tombe sur la même chose. Là, un étalon, par exemple, dans le cas des chevaux, va faire beaucoup plus de jeunes qu'une jument qui va en faire 3 ou 4 dans sa carrière. Une autre astuce, puisque c'est à chaque génération qu'on perd génétiquement, c'est d'allonger le temps de génération, puisqu'il s'agit a priori de tenir pour une période donnée, mettons 100 ans, en perdant le moins possible génétiquement. Donc on va faire, au lieu de faire une génération tous les ans, on va en faire une tous les 2 ans, tous les 3 ans, on va écarter un peu c'est juste une astuce temporelle. Une autre possibilité, c'est accepté par l'UICN, c'est l'immigration d'individus nouveaux fondateurs de temps en temps. Bah oui, mais dans le cas des chevaux, c'est impossible, il n'y en a pas. Alors, la seule chose qu'on puisse faire, par exemple, dans le cas des chevaux, c'est freiner le taux d'augmentation de la consanguinité. Ils sont tous consanguins maintenant. Mais on essaie de gérer ça au mieux, de manière à ce que ça grimpe pas trop vite. On connaît les effets délétères de la consanguinité à partir d'un certain stade. Et puis, essayer de s'approcher des pressions de sélection naturelle. C'est-à-dire avoir des individus qui soient pas dans du coton, mais qui soient dans des conditions le plus près possible, des conditions qu'ils rencontreront éventuellement à nouveau dans la nature. Et et ça c'est un contrôle, mais à l'individu près. Alors c'est valable pour les grandes espèces. Se pose le problème, par exemple, pour les poissons, pour les insectes, pour certains invertébrés qui sont des animaux indifférenciables et qui vivent en très grands groupes non structurés. C'est pas l'individu. Il y a d'autres systèmes pour le gérer. Alors comment c'est organisé? Un schéma un peu simple. Les zoos déjà font des échanges entre eux. Il y a un coordinateur pour le programme d'élevage, qui est en général quelqu'un d'un zoo très spécialisé dans cette espèce, qui est chargé de rassembler toutes les données des zoos, de leur demander la généalogie de leurs animaux, leur historique. Mais en même temps, il peut déjà passer maintenant, on a des outils comme ISIS. Déjà, il s'adresse à ISIS, il récupère déjà un stock de données. Éventuellement, il y a déjà un livre généalogique existant. S'il n'y en a pas, c'est à lui de le créer. Et puis, à partir du moment où il a cette généalogie et cette population dans le détail, il fait les analyses génétiques nécessaires et il fait les recommandations d'élevage, d'échange d'individus pour la reproduction. Et ça, c'est les échanges avec les zoos. En fonction de la taille du nombre de zoos, il y a une commission d'espèces. En Europe, c'est encore utile. Savoir que, par exemple, pour les chevaux, il doit y avoir 70 ou 80 institutions du sud au nord de l'Europe. C'est bien d'avoir des représentants un peu locaux, d'abord qui peuvent se déplacer pour aller voir les installations et communiquer beaucoup mieux, parce que même si l'anglais, qui est très mauvais chez moi, nous sert de langue véhiculaire, c'est quand même plus pratique que les gens parlent directement la langue du pays, et encore beaucoup ne le parlent pas. Il est responsable devant le comité des EEP, qui est au sein de l'EASA, qui est un comité essentiel, et il est en charge de se mettre en relation avec les autres programmes régionaux quand ils existent, et de se coordonner avec eux. Un petit exemple, alors ça fait des animaux qui voyagent beaucoup, alors qu'ils sont identifiés individuellement. Il y a plusieurs manières d'identifier les animaux, mais il y a un instrument, un outil qui existe depuis maintenant 30 ans, qui sont les petits transpondeurs. En fait, c'est des codes barres, numéro unique, qu'on peut relire de l'extérieur, qui sont implantés sous la peau. Ça fait 20 mm sur 1 de large, enchâssé dans du verre. C'est sans risque. Et les individus sont marqués là définitivement. Mais c'est important parce qu'ils se promènent pas mal. Bon, pour les chevaux, on les reconnaît quand même. Il y a d'autres systèmes de marquage en plus extérieurs qui nous permettent parce que ça se lit pas loin, mais qui permettent de lire de loin. Un exemple, un étalon qui était il y a 3 étalons qui sont arrivés en 88, du plan d'élevage américain pour un peu mélanger les choses. Ça coûte cher, c'est dangereux de transporter un cheval, il y a des risques de casse. Donc on fait ça au minimum. Donc 3 étalons ont été envoyés. Donc celui dont un qui est arrivé à la ménagerie, on va voir son histoire, né en 86 à San Diego, envoyé
alors après, il est allé à Denver dans des groupes de jeunes étalons, parce que ça fait partie de la maturation nécessaire sur le plan du comportement des étalons, avant qu'ils soient plein mâle à 5-6 ans. Ils ont été envoyés il était envoyé pour les programmes d'élevage européens en 88, 2 ans à Cologne, c'est eux qui gèrent le programme d'élevage, dans un groupe de célibataires. Ensuite, il était en âge de reproduire vraiment. Donc 6 ans à Rotterdam comme reproducteur, 2 ans à Munich et 6 ans à la ménagerie. Il est mort en 2004. Donc voilà, mais il aurait pu repartir encore peut-être pour une petite saison. Sauf que déjà, ça lui faisait un bel âge par rapport à un cheval dans la nature. Bon, nous, les emmène à 30 ans, mais dans la nature, 15 ans, c'est déjà pas mal. Taxon Advisory Group. Le rôle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au Sénat Taxon d'établir les priorités d'élevage en fonction essentiellement du besoin de conservation. Alors, comment on s'y prend? Alors, ça peut être aussi besoin d'éducation. Bon, on est un peu plus souple maintenant. On recense la population captive dans ce groupe d'espèces, savoir ce qu'ont les zoos. Alors, c'est une petite étude de marché en même temps. Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez pas? Est-ce que éventuellement vous prendriez d'autres espèces de ce groupe? Et ensuite, ça c'est le recensement de l'espace disponible. Et on fait la corrélation avec l'état des populations sauvages. Ben ça, on va le chercher tout simplement dans la liste rouge de l'UICN, qui est disponible en ligne et qui maintenant est bien connue, et surtout réévalué régulièrement. Tous les 2-3 ans, c'est remis à jour. Et puis, on fait correspondance. Et en fonction d'une espèce qui est jouable en zoo, en termes de... Bon, il y a 40-50 individus, visiblement disons une bonne dizaine ou une quinzaine de fondateurs, plusieurs origines. C'est une espèce très menacée, mettons en danger critique d'extinction ou en danger. Là, on ne se pose pas de questions, on déclenche un programme intensif qui est un EEP, un programme d'élevage intensif. Gestion moins intensive, ce qu'on appelle les studbooks européens, c'est-à-dire que jusque-là, ce programme était chargé uniquement de faire le livre généalogique. Maintenant, il est aussi chargé de donner des recommandations, mais les gens ne sont pas obligés de les suivre. Ce qui n'est pas le cas des EEP. Quand on s'inscrit, il y a une convention et on s'engage à suivre les recommandations du programme d'élevage. Et ça peut déboucher éventuellement sur un EEP. Tout est prêt. Si vraiment on déclenche, bon, c'est le cas encore une fois du Markhor, qui a été longtemps un ESB, puis c'est vraiment une espèce très prioritaire. Du coup, on est passé à une étape plus intensive. Population noyau, je ne sais pas trop comment dire. C'est-à-dire qu'on la surveille. C'est pas inintéressant. C'est une espèce qui est pas trop menacée, mais il y a un bon noyau en zoo. On va continuer de le suivre. On va pas la perdre. Et population à remplacer. Il y a des... Bon, je reprends très vite le cas des caprins. Les mouflons, les fameux mouflons d'Europe, qui sont même pas une espèce sauvage. On sait que c'est du domestique retourné. C'est pas... Bon, qui pullulent dans les zoos. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on va demander aux gens, petit à petit, d'éteindre leur groupe. Et puis ensuite de remplacer, s'ils veulent des caprins, par une espèce qui a une valeur de conservation. Les participants, bon, il y a un ou deux responsables, souvent 2, c'est quand même plus pratique. Bien sûr, tous les gens déjà impliqués, les coordinateurs des EEP éventuels dans ce groupe, les gérants de studbook, et surtout des spécialistes de ce groupe zoologique dans des domaines divers. Vétérinaire, bon, il faut toujours un vétérinaire spécialisé consultant, même si chaque zoo a son veto. Très souvent, c'est des problèmes de systématique. On a ça avec les antilopes, avec les caprins, tous les ongulés. Ça a été révisé récemment par un Australien. Et bon, on ne sait plus trop, dans certains cas, ce qu'on a. Et si c'est des espèces, des sous-espèces, quelle validité ça a. Des scientifiques de terrain et des écologistes de terrain. Et des spécialistes aussi de zoologie. Dans certains cas, il y a des problèmes de biologie bien particuliers. Bon, très vite, c'est un peu vieux cette carte, mais on voit les associations régionales très actives actuellement, en Amérique centrale et Amérique du Sud. Il y a un vrai bond en avant. L'Afrique qui essaie de démarrer, c'est bien compliqué. Et c'est voilà un haut lieu de la biodiversité, là où c'est le plus menacé. Mais on voit que il y a rien quoi. Ça démarre d'Afrique du Sud. Bon, Madagascar, c'est un peu à part parce que tout le monde s'y met à Madagascar de partout. Mais voilà, l'Afrique du Sud, qui est un pays à peu près occidental, j'allais dire, sur le plan financier, bon, essaie de rameuter un peu en Afrique. L'Inde où il y a des centaines, quelques centaines de zoos, des pires et des meilleurs, mais il y a un groupe de zoos hyper actifs et hyper en avance. L'Australie, qui est le modèle du genre, mais pour des raisons simples, ils étaient coupés de tout.
Ils ont une faune endémique bien particulière, et surtout les transports et les transferts d'animaux avec d'autres continents, même si l'Australie n'est pas vraiment un continent, étaient quasi impossibles. Pour des raisons sanitaires aussi, et pour des raisons logistiques. Donc ils sont très très en avance. Il y a 14-15 zoos qui travaillent comme un seul zoo vraiment en Australie. Alors le but final, c'est quoi? On va y venir. On a vu comment le faire, on a vu quoi, c'est-à-dire c'est le choix des espèces. Et maintenant, alors c'est une option pour le rétablissement de populations naturelles, mais c'est une option. Ça serait un stade, dans notre tête, un stade transitoire, ex situ, en attendant de dépasser une situation critique sur le terrain, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que si la situation n'a pas bougé, on peut pas. Nous, on n'est qu'un petit bout du processus. Alors les objections classiques, incapacité à s'adapter, d'où le travail sur garder des groupes sociaux vraiment cohérents. Et perte du comportement, c'est la même chose d'ailleurs, c'est en partie ça, indispensable à la survie. Alors il y a un bon exemple, on ne savait pas en Mongolie, quand on a commencé à y penser, et c'est bien marché, il y a beaucoup de loups. Et les loups, ça aime bien les tout petits poulains. Et les petits poulains, si on garde simplement, d'abord, la stratégie, on ne va pas relâcher un couple, c'est-à-dire une jument avec un étalon qui éventuellement, ça reproduit. Mais la jument, elle est incapable de défendre son poulain vis-à-vis des loups. Mais quand vous avez 3 ou 4 juments ensemble, elles font ce qu'on appelle une troïka autour du poulain, et les loups, ils passent pas. Donc ça, c'est important. Mais il fallait savoir si ils percevaient ça comme un prédateur. Parce qu'ils étaient depuis des générations, on est à 13e, 14e génération, très souvent en captivité étroite, tout historiquement dans des zoos urbains comme Paris. Nous, on en a depuis 1902, depuis l'origine. Même les chiens sont pas autorisés dans les allées. Donc le test a été fait en Allemagne, dans une semi-réserve, pour voir comment ils allaient réagir. Le chien, on l'a mis d'abord au grillage. Ils sont venus voir, ils sont partis paître tranquillement. Ils ont amené le chien avec un 4x4 au milieu de l'enclos, enfin de l'enclos de 3-4 hectares. Le groupe a attaqué, ils ont sauvé le chien vraiment de justesse. Donc ça, c'est rassurant. On s'est dit, on peut, alors à condition de garder les groupes. Donc tout ça, c'est à vérifier. Est-ce qu'ils vont savoir se nourrir pour le tamarin lion? Est-ce qu'ils vont savoir utiliser des branches souples? On était dans des structures rigides. Ils savaient pas mesurer la souplesse et de temps en temps, ils tombaient. L'argument classique, réintroduction difficile, voire impossible, si le biotope a disparu. Oui. Ça, c'est une lapalissade. Risque de contamination par des agents pathogènes, oui, ça c'est vrai. Pas tellement que les animaux qu'on réintroduit, nous, ils sont presque germ-free, indemnes de tout, récupèrent des pathogènes auxquels ils ne sont pas habitués, puis on va avoir un peu de casse, mais ça fait partie du jeu. Mais par contre, qui balancent dans la nature, sur des populations sauvages, en cas de renforcement de population, par exemple, des pathogènes auxquels la faune sauvage actuelle n'est pas habituée. Et auquel cas, là, ça peut être dramatique. Donc ça, c'est l'obligation vraiment des vétos. Parce qu'il y a toute la période uniquement génétique. On a dit, attention, c'est pas suffisant, il faut quand même vérifier le plan sanitaire. Donc voilà. Et puis, c'est des techniques qu'on acquiert souvent en zoo et qui sont reproduites sur le terrain. Les chiffres sont à peu près bons. Le nombre de programmes, en fait, en Europe, c'est près de 400 programmes, 400 espèces qui sont gérées de cette manière-là. C'est quand même un gros boulot. 180 en intensif et 186 en moins. Et le nombre de tags, c'est les grands groupes, c'est les félidés, il y a un tag pour les invertébrés terrestres. ISIS, c'est une base de données, c'est 830 zoos, un peu plus maintenant. C'est plus de 300 000 animaux vivants. Et c'est maintenant les chiffres, c'est 3 millions en fait d'animaux en tout qu'on garde bien sûr. On a besoin des ascendants. Et ça concerne plus de 10 000 espèces et sous-espèces. Et on va arriver au projet de réintroduction, c'est-à-dire, alors les stratégies, on l'a vu. Législation française, on va passer vite. C'est l'arrêté zoo du 25 mars. Plan de collection, y compris en interne. C'est de dire qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on prend pas. Il faut le réviser régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord? Quelles sont les espèces inutiles qu'on a encore? Et utiles qui sont populaires, c'est important parce que si on veut faire passer un message de préservation de la biodiversité, qui est maintenant l'optique principale, faut que les gens viennent. Et s'ils ne sont pas attirés, s'ils ne viennent pas, le message n'y passe pas. Donc il faut de temps en temps des espèces un peu spectaculaires, emblématiques, qui ne sont pas forcément des espèces menacées, mais qui servent d'outils, j'allais dire. Et des espèces prioritaires, réellement. Alors moi, je l'ai mis là, on passera très vite,
Intérêt de conservation, qui me paraît le plus important. Valeur pédagogique, ben c'est aussi, il y a des espèces sur lesquelles on peut apprendre. Valeur, ce qu'on appelle les espèces ambassadrices, c'est-à-dire même dans un groupe, utiliser une espèce qui n'est pas vraiment menacée, parce qu'on ne va pas aller chercher forcément l'espèce menacée dans la nature, à moins que l'UICN nous le demande. Mais par contre, on peut essayer de générer une sensibilisation, une attention des gens et récupérer des fonds, tout simplement, pour aller protéger sur le terrain d'autres espèces du même groupe. Les zoos du muséum, mais bon, c'est un peu obsolète maintenant, puisque Claire ne dépend plus du muséum du tout. Alors, je vous disais tout à l'heure, la professionnalisation, et ça c'est important. Tout simplement, le terme de soigneur animalier a remplacé celui de gardien de zoo. Dans le temps, on parlait de gardien de zoo. C'est pas du tout le même contexte, hein, c'est pas du tout le même contenu. Il y a plusieurs formations. Alors, vétérinaire, ça, bon, il y en a de plus en plus. Zoologistes et biologistes, ce qu'on appelle les curateurs à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire vraiment des spécialistes, enfin des gens qui gèrent la collection au niveau du groupe. Pédagogues et médiateurs. Et les meilleurs médiateurs, c'est les soigneurs, c'est ce que les gens écoutent le plus. Donc il y a beaucoup de visites, c'est des nourrissages souvent, où les soigneurs expliquent un peu et l'histoire du groupe et un peu de biologie de l'espèce et répondent aux questions des gens. Jardiniers et paysagistes, ça c'est hyper important. Vous avez vu qu'il y a une conférence après sur le paysage. Et ça c'était souvent une donnée qui nous manquait, administratif, surveillant, etc. On arrive vers les centres de conservation avant de passer à 2-3 exemples de réintroduction réussie, quand même il y en a eu. Diverses voies, des centres d'élevage qui sont hors public, comme Front Royal aux États-Unis, mais qui dépendent de Washington, des zoos de la Smithsonian, sauf que faut le financer. Le problème, c'est que ça coûte pas très cher à installer, parce que là encore, ça peut être, là c'est surtout des ongulés, c'est des très grands enclos avec des abris très simples, fonctionnels. Mais aucune esthétique, on s'en fout, on lance des grands grillages et ça va très bien et les animaux sont tout aussi contents que devant des grilles en inox. Mais Front Royal a failli fermer il y a 3 ans. Hein, et bon, il y a une telle levée de boucliers dans le monde des zoos que finalement ils ont maintenu, parce qu'effectivement ça coûte et ça rapporte pas. Des zoos spécialisés, ça c'est important. Bon, des zoos d'oiseaux, ça existait déjà depuis longtemps. Je pense à Claire, à Villars-les-Dombes, à Walsrode en Allemagne. C'était souvent des collections privées au départ, d'ailleurs, de passionnés d'oiseaux. Les zoos, par exemple, de primates, on l'a vu tout à l'heure, à Peneuil et la vallée des singes, ou de félins, tout simplement les félins, le parc aux félins en centre Seine-et-Marne, qui est vraiment à voir. Concept global, Gaïa Park est un concept explicatif, mais qui n'est pas forcément tourné vers la conservation. Ensuite, puisqu'on parle de préservation de la biodiversité, donc d'écologie, de diminuer notre empreinte et tout, puisque c'est quand même comme ça qu'on peut essayer de la préserver, c'est qu'on doit être exemplaire, les zoos, dans ce domaine. C'est-à-dire avoir toute une démarche à la fois concrète dans les constructions, dans la gestion et dans le discours. Un exemple américain, les C2S2, Centres de conservation pour la survie ou sauvegarde des espèces, comme on voudra, c'est 5 grands centres américains, dont, on l'a vu, Front Royal, 1280 hectares. Enfin, au total, ça fait près de 10 000 hectares. Alors là, ils travaillent sur des grands troupeaux. Alors, c'est pas adapté à toutes les espèces. Double intérêt. Ça ne coûte pas très cher, ça permet de faire vraiment des grands élevages. Et même sur le plan génétique, c'est beaucoup plus valable dans la mesure où là, il y a un choix de reproducteurs qui n'est pas imposé, qui se fait spontanément dans des très grands groupes et dans lequel on pourra éventuellement puiser, là, pour de la réintroduction, des groupes très valables. J'ai essayé de voir en France, ça me paraît un peu difficile, mais en Europe, il y a peut-être des possibilités pour essayer de regrouper ces institutions, qu'elles soient privées, publiques ou gratuites, comme Front Royal, enfin, sans public même. Alors, participation, on va aller maintenant sur la conservation. Est-ce qu'on le fait vraiment? Où on participe? 2 manières, direct, les réintroductions. 2e manière, renforcement de population. Ça, c'est direct. Réintroduction, un exemple historique, c'est le cerf du Père David. Bon, j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire. C'est une photo récente dans l'abbaye à Vauborn, au château de Vauborn-Abbaye, qui est la propriété du duc de Bedford, où il a ce troupeau historique qu'il a sauvé, qui avait disparu en Chine, les derniers individus étant tués pendant la révolte des Boxers en 1910, dans le parc du jardin, enfin dans le jardin impérial. Heureusement, il avait quelques individus en Europe, il les a fait reproduire, 18 je crois, ce qui est pas beaucoup, mais bon, ça a bien démarré.
Et voilà, c'est des grands cervidés vraiment assez lourds et qui sont très inféodés à l'eau. Et depuis, il y a des réintroductions. Il y a 53 sites en Chine où ils ont été renvoyés. Et ça, c'est un exemple historique. C'était bien avant l'organisation des eaux et c'est presque une initiative privée. Est-ce que vraiment on y arrive? C'est pour ça que j'ai titré ça Utopie et réalité. Alors, par l'élevage en captivité, leur réintroduction, renforcement, oui. Quelques-unes, on va en voir 2-3, mais vraiment trop peu. 2000 espèces, on l'a vu tout à l'heure, en fait, même 500, c'était optimiste, c'est 300. Et seulement une centaine à un niveau valable. Les oiseaux, c'est très souvent, même s'il y a des programmes d'élevage, c'est 30-40 individus, avec très très peu de fondateurs. Donc, est-ce que ça a une validité à long terme? Mais il y a quand même une dizaine d'espèces qui ont été vraiment sauvées par les zoos. Le cheval de Przewalski. Bon, je vous raconte pas son histoire, mais c'est vraiment un exemple historique. Espèce découverte en 1879 et qui est éteint à la fin des années 60. C'est-à-dire qu'on l'a connu 80 ans dans la nature. Il y était bien sûr avant. Collaboration d'abord informelle, je vous dis depuis 1902 à la ménagerie, il y en a, entre éleveurs, c'est-à-dire des zoos qui s'intéressaient à ça, mais c'était très informel. En 85, programme d'élevage qui a fait exploser la population. Commencer des réintroductions au début des années 90 avec 2 stations de relâcher en Mongolie, puis une autre dans les années 2000 qui dépend du COS, là. Et du coup, d'éteint dans la nature, qui était sa classification, liste rouge, il était éteint dans la nature. Il est passé, à partir du moment où il y a eu des relâchés qui ont commencé à fonctionner, alors pas seulement dans des réserves surveillées, mais vraiment reparties, il est passé à critiquement en danger, c'est le degré le plus grave de danger, et maintenant il est simplement en danger. Ça veut dire que la population monte et qu'on a changé l'attitude, il y a beaucoup moins de pression à l'élever en captivité. On sait très bien le faire, c'est pas compliqué. L'oryx d'Arabie, autre espèce sauvée par les zoos. Alors c'était avant les EEP, ça a commencé en 65, le dernier a été vu en 72. Mais dans les années 60, quelques-uns étaient arrivés aux USA, en particulier aux zoo de Phoenix, qui a eu, à partir de 9 individus, 200 naissances, et il commençait à y avoir des réintroductions en Oman, en Jordanie. Et en 96 à nouveau, et c'est pourquoi GMX n'est jamais gagné, parce que ça a bien redémarré, puis il y a eu à nouveau du braconnage. Heureusement, on garde dans ces cas-là des animaux, des élevages en captivité, c'est pas très compliqué. Et pour l'instant, il y en a à peu près 1000, et il y en a 6 à 7000 en captivité, en particulier dans les pays d'origine. Ils ont des très grands enclos, des très grandes réserves dans lesquelles ils les élèvent. Donc, avant de les relâcher sans surveillance. Et là, c'est pour un petit clin d'œil au zoo, parce que le zoo y a participé largement. L'Adax et l'Oryx algazelle. L'Oryx algazelle, voilà un des oryx, on a vu l'Oryx d'Arabie. Mais lui, il est éteint dans la nature, toujours, l'Oryx algazelle. Ça, c'est beaucoup plus récent. Mais il y en a quelques-uns dans des réserves en Tunisie auxquelles a participé le zoo en renvoyant au Maroc, mais qui sont vraiment dans des réserves, dans des enclos fermés. Pour l'instant, rien n'a été relâché, donc il est toujours éteint dans la nature, c'est de la captivité, même si c'est sur place. L'Adax, critiquement en danger, c'est moins de 300 individus à peu près, hein. C'est rien, et puis des petits noyaux, quelques-uns qu'on voit au Niger ou au Tchad. Et c'est piloté, là, en grande partie par les zoos, par le Fonds de conservation du Sahara, et qui est un groupe qui travaille énormément surtout au Niger, et par le zoo d'Hanovre. Et là, le zoo de Paris a participé en envoyant un certain nombre d'individus qui sont choisis génétiquement. Là, récemment, il n'y en a pas eu de renvoyés parce que la souche parisienne était assez représentée. Alors voilà un type de coopération ex situ, in situ sur le long terme. Alors, ça, c'est accessible en ligne. Bon, c'est en anglais, hein, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle les recommandations de l'UICN pour la réintroduction. C'est un processus complexe, hein, c'est la 2e mouture déjà. Et autre translocation sur place, c'est pas réintroduction, c'est quand un animal a complètement disparu et qu'on le remet dans le milieu, dans sa zone de répartition où il était. Et puis il y a les renforcements, c'est-à-dire qu'on ramène des individus et du coup les translocations, c'est-à-dire qu'on va déplacer un groupe d'une espèce qui n'est pas complètement disparue dans une zone où il a disparu, parce qu'il peut avoir disparu dans telle zone et pas dans telle autre. Donc on va reprendre un noyau. Mais tout ça, c'est le même processus. Et surtout, il faut que la population locale le prenne en charge. Les gouvernants locaux, etc. Ça, c'est un gros le boulot du CBSJ de faire toutes ces réunions de préparation.
Et donc il y a et c'est très détaillé, ça se fait pas n'importe comment, parce que on peut toujours balancer des animaux dans la nature, mais si rien n'est prêt, bon, on a quelques exemples en France, hein, et on n'a pas besoin d'aller bien loin, ça marche pas. Et après, on est reparti pour 20 ans. Et là, par contre, on est à quatrième, ce qu'ils appellent perspective. En fait, c'est des bilans de programmes. Il y a à chaque fois amphibiens, oiseaux, reptiles, oiseaux, mammifères. Un certain nombre de projets qui sont analysés toujours sur le même principe. Et on voit là ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de choses qui marchent. Plus ou moins, mais c'est très honnêtement fait. Donc si vraiment vous voulez fouiller, c'est pas compliqué, vous pouvez aller sur ce site. Voilà un bon exemple de gestion globale. Les tamarins lions, 250, à tout casser, 150 même dans les années 70. Prélèvement de quelques individus, développement d'élevage intensif à Anvers, aux États-Unis, à Washington, etc. Création réadaptation et commencer renvoi de la propriété, ça c'est important, la propriété de tous les animaux qui sont en captivité au Brésil. C'est le ministère de l'Environnement brésilien qui en est propriétaire. On a un contrat direct avec eux en dehors du programme d'élevage. Et il y a eu des réintroductions, 150 ont été relâchés. Maintenant, on est à la deuxième génération à partir de ces 150 et on est monté à peu près à 1500 individus avec tout un travail sur le terrain, coordonné, création, on verra les campagnes qu'on finance pour créer des corridors forestiers entre les petits îlots forestiers, parce qu'ils ne se rencontraient plus tout simplement. Il y a un petit noyau là, un petit noyau là, donc sur le plan génétique, ça ne fonctionnait plus du tout. Il y a une base de données qui est remise à jour en permanence sur le travail des zoos dans la conservation, qui peuvent être simplement des soutiens financiers à certains programmes. Ce qu'on veut essayer, c'est de centrer un peu plus les programmes ex situ, programmes de zoos vers la conservation. Et ça, au début des années 80, on rêvait, mais on n'a pas été si vite qu'on voulait. Renforcer la gestion des populations pour d'autres propos, et surtout renforcer la coordination et la gestion intensive ex situ, in situ. Et on va voir comment. Voilà, en lançant des passerelles, en particulier, travailler avec les groupes de spécialistes de l'UICN, qui dépendent, ça c'est la commission de sauvegarde des espèces, et dedans il y a des groupes de spécialistes, des félidés, des éléphants, des rhinos, etc., ou des caprins. Et eux, ils répondent pas. Et certains groupes travaillent vraiment la main dans la main. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait en captivité sans l'avis des gens de l'UICN et inversement. Et ça, c'est vraiment, pour l'instant, on est à ce stade, ce qu'on appelle, participation indirecte. Parce que là, on était dans du direct. On fournit des animaux, on travaille en protégeant nous-mêmes directement sur le terrain. C'est le soutien financier. Et ça, les zoos, je vous ai dit 700 millions de visiteurs par an, ça peut rapporter des sous. En 2009, ça a été calculé c'est des chiffres 2009, ça n'a pas été refait depuis. Pour les zoos de l'EASA, ils ont consacré, pas ramassé, mais consacré entre 100 et 110 millions d'euros en 2009 pour des projets de protection, qui sont des initiatives individuelles ou en participant aux campagnes. C'est environ 3 à 10% des revenus des zoos. Alors, il y a des zoos qui ne participent pas du tout, mais il y en a qui mettent vraiment la main à la poche. Alors même s'ils ne sont pas initiateurs du projet, mais c'est important parce que ces projets, ça coûte très cher sur le terrain. Et des fois, où ça coûte pas cher, c'est des fois des petits projets qu'on peut financer avec peu de choses et qui du coup deviennent efficaces. C'est payer un peu d'équipement aux rangers, c'est fournir quelques matériels, 2-3 voitures, mais ça c'est pas forcément tous les ans. Et ça c'est dans la possibilité des zoos. Alors c'est soit des initiatives individuelles ou des campagnes coordonnées de l'EASA, on va voir. Et les campagnes ont rapporté l'an dernier, en tout, toutes ces campagnes, 3,3 millions d'euros. C'est moins, mais c'est important. Je vais revenir en arrière. La dernière campagne, c'était l'Asie du Sud-Est. Il y a une campagne carnivore européen. Alors, elle dure 1 an, 2 ans. Chaque zoo, la campagne rhino, il y a des bons exemples. Tout le monde n'a pas de rhinocéros dans son zoo. Alors, c'est mieux quand on a les animaux. Mais je me souviens que la récompense, il y a des récompenses pour ceux qui ont fait le meilleur boulot de pédagogie dans cette campagne. C'était Amiens, qui est un petit zoo municipal et qui a fait une très belle campagne rhinocéros, alors qu'ils n'ont pas de rhinocéros et n'auront pas l'intention d'en avoir. Mais on peut toujours travailler là-dessus. Alors c'est mieux quand on a l'espèce, effectivement. C'est plus facile, disons. Voilà les campagnes. Vous verrez. Alors on voit très bien qu'un certain nombre d'animaux sont plus emblématiques. Les rhinos, c'est ce qui a rapporté le plus. Le tigre aussi. Par contre, les tamarins lions, même si c'est un énorme boulot de zoo, en rapportaient moins.
Il y a une vingtaine d'années, cette évolution positive, j'appellerais positive, disons 20-25 ans, ça paraissait assez utopique, surtout en France. Hein. On était quand même un peu en retard. On est un peu un pays latin quand même, par rapport aux pays du Nord. Mais la réalité, c'est que ça s'est fait. Et finalement, ça, c'est une énorme surprise. Il y a une quinzaine d'excellents zoos en France et on n'a vraiment pas à rougir au niveau européen maintenant. Il y a même... ce qui s'est fait, c'est l'organisation, la coordination, la complémentarité. On l'a vu à travers les programmes. Pas de valeur commerciale sur les animaux. Ça, c'est important. Et ça a été, de toute façon, pour les animaux qui sont en programme d'élevage intensif EEP, il n'y a pas de valeur commerciale. Ça coûte suffisamment cher à entretenir, à déplacer, etc. Donc, on va pas non plus... Et puis, c'est contradictoire en plus, sur le plan éthique et sur le plan logistique. La liaison avec les programmes in situ, ça, c'est aussi récent. Les codes d'éthique, j'aurais dû mettre au pluriel, il y en a plusieurs. Les standards techniques, et ça c'est les recommandations d'élevage, bien-être animal, alors ça ça a toujours été, mais ça a beaucoup évolué avec l'enrichissement entre autres, des standards d'éducation et les fameuses recommandations de l'UICN pour l'ex situ. Alors mais ces zoos, c'est que des évocations, hein, des illusions de nature, mais il n'y a pas trop le choix. C'est des fois le seul endroit où il y a un contact avec la nature dans nos grandes villes. Donc je résume, ça aurait pu être la présentation. Les zoos sont dédiés depuis, disons, 40 ans à la conservation de la biodiversité, par l'élevage d'espèces menacées, ce qu'on appelle la conservation ex situ, en sensibilisant les visiteurs à l'importance de la biodiversité, non seulement de la menace sur les animaux eux-mêmes, ça c'est le moyen, mais de la biodiversité en général, en soutenant, en initiant des programmes de protection sur le terrain, on l'a vu, soit en les initiant, soit en les finançant, et éventuellement en réintroduisant certaines espèces ou en renforçant leur population. Ils participent pleinement à la conservation globale, c'est la dernière concept, ce qu'ils appellent l'approche un plan, one plan approach, qui était le sujet de la dernier forum conservation il y a 15 jours là, au niveau européen, avec les autres acteurs de la conservation, c'est-à-dire que c'est vraiment lié à l'UICN maintenant. Alors des sites à consulter, la WASA, je vous ai juste mis les en tête, les ASA bien sûr, Les Zoos dans le monde, qui est un site fait par un Français qui est très très bien fait. Ça c'est le nouveau logo, mais il est extrêmement bien fait. Il y a une galerie de photos, en tout cas, à tomber. Zoolex, c'est une paysagiste autrichienne qui a créé ça, spécialisée dans les zoos. Et il y a une galerie en particulier de présentation avec l'explication, toujours sur le même type, avec la surface, le nombre d'animaux, les plantes, le coût. Et comment ça fonctionne. Alors c'est fait quand ça a déjà 2, 3, 4 ans de fonctionnement. Il faut prouver que ça marche bien. Voilà quelques livres et je m'arrêterai là. Malheureusement il est épuisé, mais il se trouve finalement on le trouve sur le net. C'est pas donné, hein. Mais c'est vraiment la Bible, ça. 1912, certes. Ça ne nous donne pas les zoos modernes et la conservation, mais pour l'histoire des zoos, c'est important. L'Archive mobile de Durel, il a publié plein de bouquins, hein, puis c'est toujours écrit avec beaucoup d'humour. Et Pierre Gay, qui est le directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine, qui a fait un très bon bouquin, des zoos pour quoi faire, qui est la question qu'on se pose hein, souvent, au bout d'un moment. Voilà, je m'arrête là. Merci pour la conférence. Tout à l'heure, vous avez parlé de la directive européenne de 1999. Est-ce que la coopération entre les parcs zoologiques européens est institutionnalisée de sorte à ce qu'il y ait des stagiaires, des chambres de stagiaires, mais aussi de façon à s'inspirer de la formation des autres parcs et aussi de voir de s'inspirer de leur politique en matière d'aide au parc zoologique du tiers-monde, d'autant plus que tout à l'heure vous avez dit, je crois, qu'en Afrique, rien n'a été fait. Or, en matière de biodiversité, il est urgent qu'il y ait une coopération internationale. Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a une coopération intense entre les zoos au niveau européen, y compris une coopération technique pour des zoos, j'allais dire, par exemple des pays des Balkans et autres qui sont très en retard et qui financièrement n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sortent de périodes difficiles. Là, il y a une vraie coopération technique et financière aussi. Pour l'Afrique, c'est plus compliqué.
Parce que qui va aller, je sais pas, travailler aux zoos de Bangui en ce moment? Je sais même pas s'il y a un zoo à Bangui. Voilà, non, c'est vrai, c'est des vrais problèmes. On a le même problème en Asie centrale dans d'autres cas, hein, pour les protections. Quel était votre alors par contre la transmission des données techniques, ça se fait. On a les recommandations d'élevage qu'on est chargé de faire, hein, pour tous les groupes. Ça circule vers tout le monde. Hein. C'était jusque-là même fermé au niveau de l'EASA. Maintenant, c'est ouvert parce qu'on disait que les membres, au moins, comme ils payaient, ils avaient un petit avantage. Puis on avait peur que ça soit utilisé contre les zoos, ce que c'est pas grave. Il y aura toujours des anti-zoos de toute façon. J'aimerais savoir si c'est vrai que plusieurs oiseaux des îles françaises ont disparu ces 20 dernières années, je crois. Et pourquoi on n'a rien fait, si c'est le cas, pour les protéger? Je suis pas assez bon en oiseaux, mais je sais qu'il y a eu des gros soucis et que très souvent on nous reproche, je pense à la Calédonie, hein, nos collègues anglo-saxons nous reprochent de pas faire grand-chose et on n'a encore rien démarré en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il y a une faune endémique intéressante qui est en partie menacée. Bon, je parle des problèmes des mines aussi, des fonds marins, etc., des coraux. Je connais ça moins bien, mais je sais qu'on nous le reproche de ne pas avoir pris ça vraiment en main. Ça commence. Il y a une sensibilisation, mais les finances vont pas dans notre sens là pour l'instant. Une des priorités dans le choix des espèces, c'est de dire est-ce que c'est une espèce qui existe dans la région où est situé le zoo, région au sens large. Est-ce qu'elle n'existe que là? Et du coup, ça devient une priorité. Ou est-ce qu'elle n'existe pas? C'est une espèce qui existe uniquement, je sais pas, au Japon, en Asie du Sud-Est. Ce qui n'est pas notre boulot, ça serait déjà de travailler localement, en grande partie. Il y a un travail, par exemple, qui est en fait initié par l'Estonie, curieusement, pour le Vison d'Europe. On a une population de visons d'Europe en sud-ouest. Et là, il y a un plan national d'action. Ça s'est organisé par le ministère. Et là, il y a un ou deux zoos maintenant qui se sont engagés en France. Alors, c'est pas spectaculaire, c'est quasiment imprésentable. Donc ça, c'est aussi un des problèmes. C'est un élevage qu'on fait en arrière-cour, parce que pour présenter les visons d'Europe, c'est un peu compliqué. Mais par contre, là, il y a un élevage qu'on peut faire et travailler en coopération avec le programme d'élevage européen qui est tenu par Titmaran de Tallinn. Et ça fonctionne. Et il y a vraiment maintenant une cohésion et une vraie coordination avec le ministère de l'Environnement. Qui change un peu de vocable tout le temps, mais disons ministère de l'Environnement pour simplifier. L'écologie. Donc ça marche au niveau français quand même. C'était le but de la campagne Grand Carnivore, qui s'est élargie à des carnivores oiseaux d'ailleurs, dans une deuxième année. Alors, il y a un des problèmes classiques des oiseaux dans les îles, c'est les rats. C'est les rats qui ont été apportés depuis historiquement par les bateaux, par les navigateurs européens, et qui vont bouffer tous les nids. Alors, une des techniques les plus efficaces, c'est de lutter contre les rats et surtout d'entourer les troncs avec des systèmes qui empêchent les rats de grimper sur les arbres et d'aller jusqu'au nid, quoi. Ça, c'est typique des oiseaux des îles, des petites îles en plus. Bon, les ours, on a géré ça n'importe comment depuis le début, je crois. Enfin, là, c'est pas nous. Comment se fait-il qu'il y ait des ours en Italie, au nord de Rome? Il y a quelques dizaines d'ours qui vivent, et c'est quand même un territoire légèrement plus petit et plus dense et plus peuplé que les Pyrénées. Qu'il y en a dans les Cantabriques en Espagne, et que dans les Pyrénées, on n'y est pas arrivé. C'était côté français essentiellement, les ours. Hein. Et on n'arrive pas à vivre avec. Là, il y a un mystère. Alors, de toute façon, l'ours des Pyrénées, la souche pyrénéenne a disparu, puisque la dernière femelle est morte. Ce qui a été ramené, c'est des ours de Slovénie, qui sont le moins loin génétiquement. Alors, sauvages, hein, bien sûr. Hors de question de réintroduire des ours de captivité. Ça a été bien démontré. C'est beaucoup trop dangereux, même s'ils ne sont pas élevés à la main. Les ours de Suède, ils sont un peu plus carnivores. Donc ça n'était pas... Bon, de par le type de milieu dans lequel ils vivent, ils sont plus chasseurs et plus carnivores que nos ours. Donc c'était pas non plus souhaitable. Ça a été pris à l'envers. Je sais qu'au tout début des projets de réintroduction, il y a un écologiste américain spécialiste des ours qui est venu pendant 6 mois ou 8 mois en France, dans les Pyrénées. Puis il a reparti, il a dit, non, ce qui est envisagé, c'est absolument pas gérable. On est quand même arrivé, moi qui me surprend, à faire des relâchés officiels de nuit
un endroit, enfin comme des voleurs, c'est-à-dire un endroit qui n'était pas prévu, en se cachant, en allant le mettre ailleurs. Alors soit on est officiel, on est sûr de soi et on a une possibilité derrière. Et à chaque fois, ça me rappelle le problème du lynx dans les années 70-80. Si on force les choses, on est reparti pour 30 ans. Là, c'est rebloqué pour 30 ans, quoi. Bon, l'ours, je crois que malheureusement, on n'est pas fort là. Les Espagnols ont perdu le bouquetin des Pyrénées, nous on a perdu l'ours. Bon, il y a un projet pour les bouquetins des Pyrénées, mais là c'est politique, ça passe pas, quoi. Est-ce que vous avez des nouvelles au sujet des réintroductions des orang-outans, soit dans la nature, soit dans des réserves? Et est-ce que le muséum participe à un programme pour ça? Alors, non, le muséum ne participe pas, je vais prendre par la fin de la question. Un programme précis, il n'y a pas vraiment de programme de relâcher dans la nature. C'est très compliqué, les grands singes. On a renvoyé une petite femelle, elle est arrivée en 86. On a reçu 2 petites femelles saisies en douane à Roissy, en zone de transit. Ils sont un petit orang-outan qui se baladait, qui était sorti de ça. Bon, c'est du trafic illicite vers le Mexique ou je ne sais où, vers un centre bidon au Mexique. Il y avait aussi d'autres singes d'ailleurs. Petits orang-outans, donc on nous les a confiés. Il y en a une qui visiblement était très imprégnée, c'est-à-dire qu'elle avait été prise par des particuliers, une autre beaucoup moins. Donc on a pensé que celle-là était réintroduisable. Et ce qui a été fait, ça est reparti au bout de 2 ans à Sépiloc, qui est le grand centre de... J'ai perdu le nom. La Diane Fossé des orang-outans. Birouté Galdikas, voilà. Et en fait, on ne sait pas, parce qu'ils ont... D'ailleurs, ils étaient surpris de voir à quel point elle était plus dégourdie que ceux qui récupéraient sur place, qui récupéraient de particuliers ou qui confisquaient, qui étaient vraiment complètement imprégnés et donc, elle s'est bien débrouillée. Elle est partie en forêt, mais on ne sait pas après. Le problème, c'est qu'on les suit un moment. La forêt, dans ces zones-là, elle est plus que dense. Des ongulés, on peut les suivre on leur colle des colliers émetteurs, etc. On les suit, les chevaux, on sait exactement par où ils vont. On les repère toutes les heures sur des dizaines, centaines de kilomètres. Pas très compliqué. En forêt, on n'y arrive pas. Donc, alors, suivant que les optimistes ou les pessimistes, certains vous disent, bon, ça sert à rien, de toute façon, ils sont partis crever dans un coin, les retrouver, et les autres disent, regarde, on en a 3 ou 4, ils sont pas revenus, ça y est, ils sont installés. On n'en sait rien, on va dire. Donc il n'y a pas vraiment de programme. Il y en a un petit peu il y a quelques programmes pour les primates, les chimpanzés. Il faut surtout pas introduire dans un endroit où il y a déjà des chimpanzés. Je sais pas sûrement vous avez vu le film Chimpanzé, mais il n'est pas exagéré. C'est redoutable les chimpanzés entre eux. Les gorilles, il y a des essais, mais c'est sur des zones ou fermées ou hors. Les grands singes, c'est pire à mon avis que les grands fauves. Dans 20-30 ans. On pourra on gardera sûrement des noyaux, vraiment, un peu comme les gorilles de montagne, encore que vu ce qui se passe à nouveau, et ça va pas s'arranger à mon avis, dans ce coin du Congo, les Virunga et les Rwanda et tout ça. Et là, on contrôle rien. Les gens se massacrent, les gens crèvent de faim, et c'est vrai qu'on est un peu gêné des fois de dire protégeons les gorilles, quoi. J'aimerais savoir si ce qui est appelé la clairière à l'est du parc zoologique, selon certains sites internet, va être ultérieurement transformé en biozone Australie et Afrique, zone d'Afrique. La plus simple, la partie où il dit clairière, c'est-à-dire qu'il y avait 6 zones prévues, qu'on a appelées biozones, dont l'Afrique équatoriale, c'est-à-dire gorille, okapi, bongo, potamochère, enfin le classique, j'allais dire. Bon, classique, pas nul, parce que simplement, comme il n'y avait pas l'argent pour les 6 biozones, les 6 zones, on a amputé celle-là, qui arrivait dans l'angle de la porte de Charenton, l'ex-porte de Charenton. Alors après, il y a eu l'idée de faire un peu la faune australienne, parce que à ce moment-là, c'est ouvert, il n'y a pas besoin d'installation lourde. Donc l'idée, c'est dans 5 ans, 10 ans après l'ouverture, qui vient d'avoir lieu, de relancer en créant cette zone. Sauf qu'il faudra la financer. Et là, c'est quand même une zone onéreuse en termes d'installation. Non, Afrique. Bon, ça reste toujours le projet. Les plans grossiers, pas dans le détail du coup, puisque sont faits, mais c'est une grande serre, c'est des installations très coûteuses, quoi.
Mais ça, les gens du zoo vous en diront plus si vous avez l'occasion de venir, pas la prochaine fois, ou peut-être la prochaine fois, parce que les paysagistes ils participent aussi, bien sûr. Je ne veux pas citer de pays, mais il y a une région où on veut imposer la protection des sangliers. Or, c'est dans une région où les gens demandent les routes, comment dirais-je, de l'eau, pour ne pas parler de la démocratie, et les gens, c'est-à-dire le pouvoir central, ne sait pas tous les dégâts que font ces animaux, puisqu'ils arrivent quelquefois jusqu'à attaquer les villages. J'ai 2-3 exemples. Alors ça, c'est typiquement le travail, si on veut protéger, par exemple, les sangliers, alors je sais pas c'est potamochère ou autre, ou phacochère. Il y a un travail de préparation sur place à faire. Et ça, c'est typiquement le travail du CBJ dont je vous ai parlé, de ce groupe de spécialistes, qui en plus toutes les techniques de CBJ, qui dépend de l'UICN, et qui a surtout des techniques, non seulement des connaissances, mais ce qu'on appelle la facilitation, c'est-à-dire qu'ils organisent les réunions pendant une semaine, ils invitent le banc et l'arrière-banc des spécialistes, machin, et surtout, localement, ça peut être les chefs de village, si c'est une zone comme ça, les gouvernants, les scientifiques du pays, et puis ils se mettent autour d'une table pendant 8 jours, et eux organisent ça, et font sortir les choses petit à petit, voir les degrés de menace, et préparent. Alors, ça donne après 6 mois ou après 1 an, petit à petit, ça évolue, mais il faut absolument amorcer comme ça. Alors par contre, d'aide à certains pays, quand même, il y a des choses qui se passent. Je pense à un programme auquel la ménagerie a participé, entre autres, qui est initié par le zoo d'Heidelberg, au Ghana, autour de la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Il y a 2 espèces de singes extrêmement menacées, le Diane Holloway et le mangabé couronné, qu'on a reproduit ici pendant des années sans problème, puis d'un seul coup est devenu critiquement en danger, suivant les critères de l'UICN. Alors personne n'en voulait dans les zoos. Oh, qu'est-ce que c'est que ce singe ? Donc là, sur place, le zoo d'Accra avait démarré quelque chose. Les Allemands ont vraiment financé. Je retrouve plus le sigle. Et ils se protègent une petite forêt au-dessus. Là, maintenant, ils ont développé un autre centre d'élevage. Nous, on a renvoyé un mâle né ici, de 2e ou 3e génération, qui a reproduit avec une femelle confisquée ou récupérée, confisquée à des particuliers, avant de faire de la viande de brousse, et qui ont produit. Et bon, voilà le type de coopération qu'on peut faire. Le chef soigneur est allé pour conseiller pour les installations. Voilà, mais c'est vraiment des petites gouttes d'eau, quoi. Mais c'est mieux que rien.